Dénouement heureux pour les 7 sous-mariniers russes sauvés grâce à un robot sous-marin britannique. Fatigués mais en bonne santé, les rescapés ont ouvert eux-mêmes le sas en surface. Nouveau départ de feu dans le sud-est du pays hier dans le Var et surtout près de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Attisés par un fort Mistral, ces incendies souvent d'origine criminelle sont difficiles à combattre. Suspense jusqu'à lundi matin pour l'équipage de Discovery qui traversera l'atmosphère. On saura alors si la navette a pu être convenablement réparée. Un contrôleur de train américain à force d'économie est devenu milliardaire et devinez ce qu'il fit de sa fortune. Lorsque l'heure de la retraite eut sonné, eh bien il s'offrit tout simplement un train grandeur nature. C'était la dernière voix de velours du célèbre trio du Buena Vista Social Club. Ibrahim Ferrer s'est éteint à Cuba à l'âge de 78 ans. Il était encore en France pour ses tout derniers concerts la semaine dernière. Madame, Monsieur, bonsoir. Un heureux dénouement pour les 7 marins russes enfermés depuis jeudi au fond de l'océan Pacifique dans leur bathyscaphe, emprisonnés dans des câbles. Mais c'est aussi un sérieux revers pour la marine russe, incapable de les délivrer, alors qu'il n'a fallu que 3 heures aux Britanniques appelés à la rescousse pour mener à bien l'opération de sauvetage. Jérôme Soulard. Énorme soulagement dans le port de Petropavlovsk. 3 jours qu'ils étaient bloqués sous la mer et voici enfin les 7 rescapés du sous-marin russe. Derrière le commandant, l'équipage est au complet, sain et sauf. Comment ça va, commandant? Bien, merci. Vous avez gardé l'espoir? Bien sûr, on a toujours su qu'on s'en sortirait. Les hommes sont fatigués, mais visiblement en bonne santé. Comment ça va? Bien. Ça va bien. C'était comment? Froid, très froid. Par 190 mètres de fond quelques heures plus tôt, voici le bathyscaphe avant son sauvetage emmêlé dans des câbles sous-marins. Après 3 jours d'échecs répétés de l'armée russe, les Britanniques mettent leur robot à l'eau. Équipés de caméras et de pinces coupantes, ils libèrent le sous-marin. Le bathyscaphe remonte à la surface. L'équipage ouvre le sas principal et sort à l'air libre. Les 7 rescapés peuvent enfin respirer. Soulagement pour les familles des marins. J'ai pleuré de joie quand j'ai appris que les secours avaient réussi le sauvetage. Ils sont en bonne santé, paraît-il, et ils seront bientôt là. Les Britanniques ont donc fait vite et fort, mais le ministre russe de la Défense est peu loquace pour les remerciements. Nous sommes satisfaits du professionnalisme, du calme et de la volonté de l'équipage. Je voudrais remercier les marines des flottes du Pacifique qui nous ont aidés. Épilogue heureux pour les hommes, humiliant pour les autorités. Il y a 15 ans, les Russes avaient l'une des marines les plus puissantes du monde. Aujourd'hui, sans les Occidentaux, ils semblaient incapables de sauver leurs marins. On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident de l'ATR tunisien au large de Palerme en Sicile. Les survivants ont raconté que les 2 moteurs s'étaient arrêtés l'un après l'autre et que l'avion s'était éventré en touchant la mer. Gilles Marinet. Les ailes et un morceau de fuselage, c'est tout ce qu'il reste de l'ATR 72. L'avion s'est brisé en 3 morceaux, l'avant et la queue ont coulé par 1000 mètres de fond. L'appareil, identique à celui-ci, a décollé de Bari, en Italie. Les passagers s'inquiètent du bruit anormal des moteurs et puis ceux-ci s'arrêtent. Le pilote demande un atterrissage d'urgence à Palerme. Il annonce ensuite qu'il ne parviendra pas à se poser. L'appareil s'abîme en mer à 20 km des côtes. Certains passagers n'ont pas voulu attacher leur ceinture parce qu'ils espéraient peut-être sortir plus vite de l'avion. Mais c'était une erreur, car l'impact a été extrêmement violent. Se poser sur la mer est en effet aussi dangereux qu'un atterrissage forcé. En témoignent ces images tournées en 1996 aux Comores. Hier après-midi, en Méditerranée, les secours sont arrivés en moins d'une demi-heure. Les survivants du crash, certains ayant perdu leur gilet de sauvetage, ont surnagé comme ils le pouvaient. J'ai nagé hors du fuselage et quelqu'un m'a aidé à monter sur l'aile. Je ne pouvais pas le faire seul. Et les personnes qui étaient avec vous? Mon ami a été sauvé lui aussi. Les restes de l'ATR 72 remorqués à Palerme sont actuellement en cours d'examen. L'arrêt quasi simultané des moteurs qui a causé l'accident est considéré comme une avarie rarissime. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une panne de carburant.
À Toronto, le commandant de l'Airbus d'Air France qui avait eu un accident à l'atterrissage mardi. Le commandant donc reste hospitalisé mais devrait pouvoir répondre aux questions des enquêteurs. Par ailleurs, il se confirme que l'équipage n'a ouvert que 4 des 8 portes d'évacuation et seuls 2 toboggans ont pu être déroulés. Une évacuation qui n'a duré en tout que 2 minutes pour 309 passagers et membres d'équipage, ce qui relève en effet de l'exploit. En France, nouveau départ de feu dans le sud-est près de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Gréoux-les-Bains. 650 personnes ont dû être évacuées, le feu progresse toujours et a détruit quelques habitations isolées. Notre équipe était au cœur de la fournaise. Voyez ce reportage qu'ils viennent de nous faire parvenir. Samassoula, Guillaume Michel. Puis là, il est par derrière. Ouais. Par derrière, comme ça, il sécurise derrière, puis pour le pas à la maison. Il faut faire vite. Le feu arrive, des flammes gigantesques poussées par des vents tourbillonnants. Je pense qu'on va rester. Si on peut faire quelque chose, on va le faire. Hein. Les moyens presque dérisoires d'autoprotection sont vite remplacés par les sapeurs-pompiers. Il me fait une ligne d'arrêt sur la maison. Le point principal, c'est là-bas. Le reste, c'est un plus gros. Ouais. Protéger les habitations, les pompiers n'ont guère d'autre alternative dans ce corps à corps contre les flammes. Le feu, il fait son bain lui-même. Donc il tourne. Et là, on risque de se faire reprendre. Ouais. Et voilà, les maisons, ils sont à 20 mètres, c'est pas débroussaillé. Et voilà. Tous les moyens sont bons pour protéger la maison, y compris le bulldozer du propriétaire. La fumée est très épaisse, le feu très virulent. Ici, un groupe d'attaque a eu ce que l'on appelle un coup de chaud. Trop près des flammes, trop près du danger. On était sur la protection de l'habitation et on arrive du soir. Il faut nous arriver dessus, après qu'on parte. 3 campings ont été évacués, plusieurs lotissements parcourus par les flammes. 650 personnes ont dû quitter leur domicile. Nous avons tout le quartier de Lourmand qui a brûlé. Nous avons tout le secteur autour du village, tout le village autour qui brûle. Le vallon de Biliux qui brûle aussi. Donc nous avons le hameau de Biliux qui est en train de brûler. Donc il manque des moyens aériens, c'est une catastrophe. Plusieurs hélicoptères, 4 trackers et le Dash 8 sont pourtant intervenus. Mais les Canadair font cruellement défaut. 400 hectares sont partis en fumée et c'est une superficie 2,5 fois plus importante qui est menacée. Il y a ce soir à peine 200 pompiers sur place, mais des renforts affluent de tous les départements voisins. Voilà un reportage donc de Yannick Aroussi et Michel Comin. Et puis plus bas dans le Var, hier, un nouveau foyer s'est déclaré. Ces feux seraient pour la plupart d'origine criminelle. Explication Aurélia Guillemin et Virginie Tumortiki. Les ordres des pompiers sont clairs. À cet instant, le feu s'est dangereusement rapproché de ce centre commercial. À quelques kilomètres de là, presque simultanément, un autre début d'incendie. Cette fois, c'est la vallée de la Sauvebonne qui est la proie des flammes. Dans ce quartier populaire de hier, situé à proximité, une vingtaine d'habitants sont évacués en urgence. Quand on part et qu'il y a des flammes qui dépassent la maison aussi, l'inquiétude est liée, mais on s'est senti un peu rassurés quand même avec eux. Appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau, les 260 pompiers mobilisés sur place ont dû faire face à un incendie attisé par des rafales de vent atteignant parfois 50 km/h. Cet apiculteur a vu les flammes s'emparer de toute sa production. Ses 30 ruches sont parties en fumée. Les habitations aussi, hein. C'est arrivé jusqu'en bordure. Hein. Vous avez vu les gens de ces habitations, ils ont eu peur, les gens? Bien sûr, tout le monde a commencé à arroser dans les jardins, sur la porte, partout. Nous aussi, on a un peu arrosé. Ce soir, la ville de Hyères compte 70 hectares brûlés. Le feu n'est pas encore maîtrisé, mais les pompiers disent la situation en bonne voie, espérant circonscrire l'incendie d'ici la fin de la soirée. À Aix-en-Provence aussi, les pompiers restent extrêmement vigilants. Hier, des reprises de feu ont détruit 4 maisons, des cabanons et 2 véhicules de pompiers. Et dans la population, on s'interroge justement sur les moyens des pompiers. En effet, les Canadair sont toujours cloués au sol et seul le nouveau Dash 8 est en service. Samassoula et Guillaume Michel. Douloureux spectacle ce matin pour ce fleuriste. Ça sera difficile à tout reconstruire, je pense, pour beaucoup de gens. Pour lui, c'est toute une vie de travail familial que le violent incendie d'hier a emporté. Comme d'autres, cet agriculteur a été évacué à la hâte. Il ne trouve pas les mots pour nous dire qu'il a perdu toute son exploitation. Tout cramé. Encore on est là, en vie.
Le feu a parcouru hier 500 hectares. Aujourd'hui, sur cette zone dévastée, 600 pompiers se sont employés à éviter toute reprise, favorisée par un vent violent. Hier, ce sont 800 hommes qui ont réussi à venir à bout des reprises simultanées après une lutte acharnée, appuyés par d'importants moyens aériens, dont le Dash 8, qui faisait sa première sortie. Sa capacité est 3 fois celle d'un Canadair, mais l'absence de ces avions toujours cloués au sol s'est bel et bien fait sentir. Les Canadair nous auraient permis notamment de traiter l'ensemble des 4 reprises et nous auraient permis aussi de réduire les fronts de flammes afin de pouvoir les attaquer plus efficacement au niveau des troupes au sol. Voilà, il est évident que les Canadair hier nous ont manqué. Un incendie probablement d'origine criminelle, 4 habitations détruites, mais le pire a été évité. Les flammes se sont arrêtées au pied de la centrale thermique de Gardanne. Alerte au feu également en Espagne. 30 incendies se sont déclarés et 2 hommes sont morts en luttant contre les flammes. C'est le centre et le nord-ouest du pays qui est le plus touché. Le plus important feu se trouve dans la région d'Avila et s'étend sur un périmètre de 30 km. Hier, dans le métro parisien, un incendie spectaculaire n'a fort heureusement fait aucune victime. 13 personnes intoxiquées par des fumées dans 2 stations différentes ont été hospitalisées. Par chance, la motrice a pris feu dans une station et non pas dans un tunnel. Aurélia Guillemin et Benoît Fèvlet. Une fumée opaque, propagée en quelques instants à l'intérieur comme à l'extérieur de la station Saint-Plon. Il était 16h45 hier quand l'incendie a été signalé aux pompiers de Paris, mobilisés en nombre pour quadriller la zone. En fait, à l'intérieur, un wagon a pris feu et a propagé le feu à un deuxième qui était mitoyen, la deuxième rame qui était à l'intérieur du métro. Le feu a pris sous, dedans, devant, je ne peux pas vous dire, je le rappelle, c'était complètement noir à l'arrivée des secours, donc il faut attendre que l'enquête soit vraiment établie pour pouvoir répondre à cette question. Ligne 4 du métro parisien, station Saint-Plon. C'est là que la rame sinistrée est immobilisée en urgence. Elle circulait normalement quand le feu a été repéré sous l'avant-dernier wagon par le conducteur de la rame, arrivant en sens inverse. Il a immédiatement prévenu le poste de commande, immobilisé son train à quai et demandé la coupure de courant. Ce qui a été effectué tout de suite et les 2 conducteurs ont procédé à l'évacuation du train. Des procédures de sécurité qui ont semble-t-il permis d'éviter le pire. Bilan, 12 personnes légèrement intoxiquées. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la police judiciaire de Paris, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Ce matin, le trafic a repris normalement sur la ligne 4. Seule la station Saint-Plon restera fermée plusieurs jours. L'épreuve de vérité, ce sera lundi à l'aube pour l'équipage de Discovery au moment de traverser l'atmosphère terrestre. La commandante Hélène Collins s'est dit confiante pour cette rentrée. Les explications de Benoît Fèvlet. Un désarrimage tout en douceur. Après 12 jours de mission, Discovery laisse derrière elle la Station Spatiale Internationale. La suite de la mission tient en 2 mots, objectif Terre, et à écouter la commandante de bord, le succès ne fait aucun doute. Je crois que Discovery est en parfaite condition. Tout a très bien fonctionné pendant que nous étions en orbite. Ce matin, nous avons vérifié tous les systèmes de contrôle de vol et tout va bien. Pour la rentrée dans l'atmosphère, je suis assez confiante. À vrai dire, je ne pense qu'à ça depuis 2 jours. Et pour cause. Les débris arrachés du réservoir durant le lancement ont fragilisé la navette. Certes, les réparations ont été effectuées, mais comme le reconnaissent les responsables de la NASA, rien n'est jamais sûr à 100%. Je ne suis jamais venu dans ce centre de contrôle. Je n'ai jamais vécu un vol de navette, ni même une phase de décollage ou d'atterrissage sans avoir la boule au ventre. Ce que l'on craint à la NASA, c'est de revoir ces images. C'était il y a 2 ans et demi. Columbia se désintégrait en rentrant dans l'atmosphère. C'est à ce moment-là que le danger guette, quand la friction de l'air fait grimper la température de la navette jusqu'à 1650 degrés. Particulièrement exposés le nez et les bords d'attaque de chaque aile. C'est là qu'on verra si les réparations tiennent le coup. Du spectacle, la NASA n'entend rien rater. Voilà pourquoi cet avion doit décoller du Costa Rica. À bord, toute une série d'appareils ultra perfectionnés, comme des caméras infrarouges ou des appareils photo haute définition. Objectif, observer la navette sous toutes ses coutures.
À Londres, la justice britannique va pouvoir interroger Aaron Asvat, détenu jusqu'alors en Zambie et extradé vers Londres. Il serait un des instigateurs des attentats meurtriers du 7 juillet. La Grande-Bretagne qui reste sur le qui-vive dans la crainte de nouveaux attentats. Conséquence de ce climat de tension, les agressions contre les musulmans se multiplient au Royaume-Uni, au point qu'un haut responsable a autorisé les femmes à sortir sans foulard ni hijab. Arnaud Miguet. Chaque dimanche à Hyde Park, de midi au coucher du soleil, le Speaker's Corner ne désemplit pas. Dans ce coin des orateurs qui symbolise mieux que tout autre la liberté de parole, fous, démagogues, prédicateurs en tout genre font leur démonstration à qui veut bien les écouter. Cet après-midi, beaucoup de musulmans. Besoin de s'exprimer, d'expliquer aussi ce qui se passe dans le pays depuis les attentats du 7 et du 21 juillet dernier. Quand l'un débat de la politique étrangère ou des lois antiterroristes proposées hier par Tony Blair, un autre, Coran et sourate à l'appui, s'intéresse au port du voile islamique pour les femmes. Le Coran, c'est l'autorité, pas les êtres humains. Il est écrit ici que nos sœurs doivent porter le hijab. Mais depuis les attentats, il y a débat ici, car le nombre d'incidents à caractère raciste et religieux ne cesse d'augmenter, de 600% à Londres seulement, par rapport à la même période l'année dernière. Vandalisme contre lieux de culte et agressions verbales, voire physiques, qui touchent beaucoup les femmes plus vulnérables et particulièrement reconnaissables à cause de leur voile. Je ne me sens plus en sécurité, surtout quand j'ai mes enfants autour de moi. Je ne veux pas être insultée devant eux. C'est pourquoi la semaine dernière, un responsable de la communauté, le président du Conseil des mosquées de Grande-Bretagne, autant dire une autorité, préconisait que les femmes musulmanes tombent le voile si le besoin s'en faisait sentir. Si une femme se sent agressée, elle a le droit de ne pas porter son hijab. Elle peut avoir la conscience tranquille. Les musulmans de Grande-Bretagne vivent désormais dans la crainte de passer pour des boucs émissaires suite à des actes terroristes qui pourtant ont tué sans discrimination de religion. Et puis on apprend qu'après avoir reçu des menaces, l'ambassade américaine en Arabie Saoudite a annoncé qu'elle allait fermer ses portes. Même chose pour le consulat américain à Jeddah, une fermeture qui ne serait que provisoire. En France, les époux Chirac ont assisté ce matin à l'office religieux en l'église de Borne-les-Mimosas, le village varois, proche du fort de Brégançon, où le couple occupe la résidence d'été des présidents de la République. Bain de foule et signature d'autographes pour le président et son épouse. 500 personnes environ les attendaient à la sortie. Les fêtes de Bayonne, depuis 5 ans, ont pris un tour qui déplaît aux habitués. Elles sont devenues le rendez-vous de tous les alcooliques de France et de Navarre. Aujourd'hui, selon les Bayonnais, la fête prend des allures de rave-party urbaine. Alors, pour sauver leur fête, qui se déroule la première semaine d'août, les habitants amateurs de bandas, bals et corridas se réfugient dans un autre quartier de la ville. Stéphane Despinois et Vincent Kellner. Côté pile, la Paquito chocolatée, une gigantesque chenille festive et familiale. C'est le bon côté des fêtes de Bayonne. Côté face, à toute heure, une consommation d'alcool plus qu'il n'en faudrait. Pire, les comas éthyliques sont de plus en plus fréquents chez les moins de 20 ans qui se lancent des défis. Pour certains, le goût de la fête s'est perdu. C'était plus mon enfant que par exemple maintenant. Aujourd'hui c'est plus beuverie, il y a beaucoup plus de gens qui viennent d'un peu partout de la France, alors qu'avant c'était réservé au sud-ouest, c'était vachement mieux. En soirée, les jeunes sortent avec leurs propres citernes alcoolisées, des cocktails fabriqués maison. Bref, l'abus d'alcool est très facile. C'est l'ambiance festive tout le temps Bayonne. Avec les quelques débordements, parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas trop boire encore, donc ils apprennent et en apprenant forcément des fois on déborde. Les gardiens de la tradition, ce sont les Peñas, ces associations du vieux Bayonne. Pour les festeurs du cru, la fête, c'est un cocktail de danse basque et de banquets arrosés, mais pas trop. Vous savez, les anciens comme moi, nous avons des enfants. Et nos enfants, ils sont éduqués aux fêtes de Bayonne. Et je peux vous assurer qu'ici, tous les enfants des membres de la Peña font tous les fêtes de Bayonne. Ceux qui ne sont pas du Pays Basque. Et quand ils font les fêtes de Bayonne, ils les font comme nous, c'est-à-dire qu'ils chantent, ils dansent, ils boivent évidemment, mais modérément, ils savent s'arrêter. Les excès seraient un peu la rançon du succès des fêtes de Bayonne. Plus d'1 million de participants pour les 4 jours de fête non-stop. C'est moins que le carnaval de Rio ou les fêtes de Pampelune. Mais Bayonne fait presque jeu égal avec la fête de la bière à Munich.
La SNSM, derrière ce cycle des bénévoles, des volontaires qui interviennent en mer pour sauver parfois des professionnels, parfois des touristes. 9000 interventions en 2004, 563 vies épargnées. Aujourd'hui, à Valras-Plage, ils faisaient une démonstration pour rappeler les dangers de la mer et surtout les équipements indispensables à bord des bateaux. Frédéric Monteil et Frédéric Bon. C'est quoi ça? C'est féroce, hein, ça c'est la corne de brume. C'est obligatoire? C'est obligatoire. Nous on s'en sert pas souvent. Et oui, on ne plaisante pas avec la plaisance. 25 équipements de sécurité obligatoires sur le moindre bateau. Mais comme un navigateur sur 5 ne respecte pas la réglementation, un petit rappel s'impose. La flèche dans l'axe. Leçon numéro 1, les fusées de détresse. Obligatoires sur toutes les embarcations. Il faut vérifier leur date de péremption et se protéger en cas d'utilisation. Quand vous allez l'avoir en main, il y a un moment où ça va être un petit peu désagréable. C'est pour ça qu'on vous donne le gant. Et c'est mieux si vous avez un vêtement. Attention, pas des vêtements enfin. Si un jour j'ai besoin de les utiliser, je serai plus calme. Parce que j'aurais déjà vu la manipulation des composés. Leçon numéro 2, le radeau de survie. Indispensable quand on s'aventure au large, 6 personnes peuvent y tenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on obtient un permis en 3 jours. C'est pas parce qu'on a un permis qu'on sait naviguer. Donc il est clair qu'il y a des règles, il y a des milieux qui nous est hostile, c'est comme à la montagne. Vous ne partez pas à la montagne faire une course sans être minimum en forme, un minimum équipé. Mais la mer, c'est pareil. Et de la même façon, en cas de pépin, il y a des réflexes à connaître. D'abord, ancrer le bateau pour ne pas dériver. Puis, prévenir les secours en composant le 16-16. Ensuite, un jet ski lancé à 80 km/h vient vous récupérer. Souvent, en sauvetage, ça se joue à quelques secondes. Donc le jet ski permet vraiment une intervention rapide et c'est sûr permet de sauver des vies. L'année dernière, les secouristes bénévoles de Valras ont sauvé la vie à 4 personnes. Mais ils le rappellent, le gilet de sauvetage n'est efficace que s'il est porté par tous, petits et grands. Avoir une maison les pieds dans l'eau ou une terrasse qui domine la mer, c'est le rêve pour beaucoup. Depuis 3 ou 4 ans, sur tout le littoral français, les prix flambent. La vue sur mer devient très très chère, où qu'elle soit. Reportage Jean-Jacques Dufour. Avoir l'horizon pour perspective, tous les Français en rêvent. D'ailleurs, dans les résidences vue mer, je peux vous le dire, ça taille sec. C'est un phénomène récurrent finalement, chaque propriétaire qui arrive en vacances, et si jamais ça est, une fois qu'il est assis dans son fauteuil, lui cache ne serait-ce qu'une partie de la mer, il faut vite intervenir et tailler la haie. Exceptionnel ou pas, le panorama on the sea vaut désormais de l'or. On a atteint des sommets 220 000 € pour un 2 pièces, une quarantaine de mètres carrés. Depuis quelques années, les prix de l'immobilier flambent sur toutes les côtes françaises, au nord, au sud, à l'ouest. Tout ce qui a une vue vaguelette s'arrache à des prix qui ont de quoi désespérer Billancourt. Pour un très bon quartier, il faudra forcément imaginer à partir de 5-6 millions d'euros minimum pour avoir un pied dans l'eau. Dans le Var, ça tape dur. Les prix sont comme le soleil, chaud, très chaud. Cher, énormément cher. Il suffit de s'en rendre compte en allant dans les agences immobilières, vous voyez les prix, c'est catastrophique. À Cannes, sur la Croisette, le mètre carré est à 15 000 €. 15 000 le mètre carré, ça fait le studio cher. Hein. Ça fait un studio cher, mais n'oubliez pas que les terrasses ne sont pas comprises dans les mètres carrés. Donc plus la terrasse est grande, plus on va profiter de la vue mer. Accueillant déjà 21 millions d'habitants, les départements littoraux sont menacés d'engorgement. À l'horizon 2030 et au rythme actuel, ils devraient gagner 3,5 millions d'habitants. C'est pas que pour la France, il y en a aussi pour tous les pays, tous les autres pays, ils veulent se rapprocher du littoral. Donc c'est pour ça que les prix d'immobilier montent, parce que la demande est forte. Il paraît qu'en Bretagne, ça a monté beaucoup ces 2 dernières années, 20% je disais dans les journaux. Oui, 20% et même plus pour des biens d'exception, et beaucoup plus pour les biens d'exception parce qu'il y en a moins. Sur la côte basque, c'est la même chose. D'ailleurs, à Biarritz comme ailleurs, on ne parle que de ça. Ah, les prix de l'immobilier, c'est inaccessible, c'est de la folie furieuse. Si je regardais tout à l'heure un 25 mètres carrés, 40 000 francs le mètre, pardonnez-moi, et puis même pas vue mer en plus. De toute façon, les vues mer, elles deviennent très rares. Là, vous en avez une, 1 50 000 €. 1 50 000 €, c'est une maison sur le Vieux-Port avec une superbe vue qui donne directement sur le rocher de la Vierge à Biarritz. Ça se vend ? On vend tout, on arrive à tout vendre ici.
Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il faut noter que le front de mer est encore abordable, il suffit juste de pouvoir se garer. Ici, c'est le meilleure phrase de Biarritz ici. C'est presque la mer. Ça, c'est la vie ici. Vous avez la meilleure place? Oui, la meilleure place de France, je pense. C'est si vrai qu'ils n'ont pas intérêt à aller faire des courses en voiture. Ici, on se retrouve vite le bec dans l'eau. Et voici justement l'histoire d'un homme qui s'est, lui, offert son rêve. En apparence, c'est un cheminot comme les autres, contrôleur en chef, passionné du rail, poinçonneur infatigable. Bref, une vie de travail qui, à l'âge de la retraite, se transforme en vie de plaisir, mais peut-être pas comme on l'imagine. Découverte de ce personnage typiquement américain avec Alain Chalvron et Aaron Diamant. Pour Walter O'Rourke, la gare, c'est son cadre de vie. Les cheminots, son milieu naturel, et les trains, sa passion. Je me rappelle à la fin des années 40, quand j'étais tout petit, je passais dans cette gare new-yorkaise. C'était toujours très animé. C'était un grand moment pour moi, ce que je préférais à New York. Walter adore par-dessus tout ce moment-là, où d'un geste et d'un cri, la machine se met en route. Oh, Walter O'Rourke n'est pas un grand pont d'Amtrak, la SNCF américaine. Non, c'est un simple contrôleur, enfin, tout de même, contrôleur-chef. J'aime ce boulot, c'est tout. Ça m'amuse beaucoup et en plus, on me paie pour ça. C'est un bonus. Il m'est arrivé de ne pas travailler et je trouvais ça rasoir. Oui, autant le dire tout de suite, Walter n'a absolument pas besoin des 3 500 € qu'il gagne ici. Il est très riche, après d'heureux investissements. Il a un revenu de plus d'1 million de dollars par an. Mais que voulez-vous quand on a le virus? Seulement voilà, millionnaire ou pas, à 65 ans, c'est la retraite. Et le petit pot d'adieu des camarades cache mal une certaine nostalgie. Fini les trains, bonjour l'ennui. Enfin, pas tout à fait. L'avantage quand on est riche et fondu des trains, c'est qu'on peut s'acheter une ligne de chemin de fer, une vraie. Et c'est exactement ce qu'a fait Walter. Sa ligne, la voilà, une petite ligne touristique en Virginie de l'Ouest. La locomotive est un Climax, construite en Pennsylvanie en 1910, il y a 95 ans. Les trains à vapeur sont très chers à entretenir. Ce sont des antiquités. Dès que quelque chose casse, il faut refaire la pièce vous-même, car plus personne ne fabrique cela. C'est un jouet très cher. Oui, mais au moins Walter peut continuer à faire son boulot de contrôleur sur son train. Le bonheur. Retour dans le Lot-et-Garonne à Montcrabeau. Sa spécialité n'est pas dans les assiettes, mais dans l'esprit gascon. Le sens de l'anecdote, la faconde, l'aplomb, le jeu de mots, bref, Montcrabeau s'est fait une spécialité, désigner chaque année le roi des menteurs. Et Dieu sait qu'il y en a, celui qui aura trouvé la plus belle histoire, la plus drôle, Laurence Deleur et Nicolas Auer. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. De travestir toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Pas facile de s'improviser menteur professionnel du jour au lendemain. Aujourd'hui, le roi 2004 remet son titre en jeu. La recette pour le décrocher, raconter une histoire fausse avec les accents de la vérité. Et puis un jour, le grand Dédé est arrivé, le grand Dédé de Duras là-bas, puis il a dit « ça y est, j'ai trouvé le filon du siècle ». Chaque candidat exerce ses talents devant l'Académie des menteurs, fondée par quelques bourgeois désœuvrés au XVIIIe siècle. On vote ici en poids de sel. Plus le sac est lourd, plus le candidat ment avec aplomb. Mais l'Académie possède aussi ses membres d'office. Dès qu'il y a un nouveau président de la République, on y envoie un diplôme. On y envoie un diplôme. Enfin, donc, et il n'affiche pas, mais pas pour les médias ni rien. Mais dans son bureau ou au chevet de son lit, il y a bien le diplôme, oui. Je n'ai pas vu ta femme depuis quelques jours. Mais elle n'est pas là, lui répondit l'autre. Elle est allée se faire dépuceler chez le type là-bas en Irak. Elle en avait marre de se gratter du matin au soir. Ah, il paraît que c'est efficace. Le public, lui, parle volontiers de mensonges, mais surtout de ceux des autres. Je ne savais pas ce que c'était le mensonge, alors j'essaie d'apprendre. J'omets de dire des choses, menteux, je ne sais pas. Voilà. Elles sont plus fines, plus roublardes que nous, elles sont plus malines. Elles savent bien nous embobiner. Bon mensonge. C'est comme ma femme me croit, quoi.
Cet après-midi, l'histoire du métier de dépuceleur a fait mouche. Nommé grand correcteur de toutes les vérités, l'heureux vainqueur peut désormais mentir en toute impunité et en toute fierté. Voici à Poitiers une autre compétition qui, elle, prend de la hauteur. Elle attire des pilotes venus de toute l'Europe, car dans cette région, les conditions sont idéales pour le vol en planeur. La 36e Coupe d'Europe s'y déroule cette semaine. Christophe de Valambra et Alain Darégran. Comme un funambule, le planeur étend ses longs bras pour conserver un improbable équilibre entre ciel et terre. De masse d'air en courant, il profite d'un souffle pour prolonger un peu le plaisir de glisser vers les nuages. On a trouvé un courant ascendant. On est en train de monter. Donc on est en virage à gauche et on prend 2 à 3 mètres par seconde à 100 km/h. Le planeur s'enroule autour d'un courant invisible et emporte une grisante victoire contre la pesanteur. Pendant 15 jours, Poitiers est la capitale du vol à voile pour la 36e Coupe d'Europe de planeur biplace. Et au-delà des sensations en vol, la vingtaine de concurrents est bienvenue pour la compétition. La saleté altère l'effet d'aspiration du vent sur l'aile. Il faut bien les nettoyer pour de meilleures performances. Chaque jour, les planeurs prennent leur envol les uns après les autres pour un parcours que les équipages en lice ont eux-mêmes choisi. On prend la météo. À partir de cette météo qu'on analyse, on définit un parcours pour l'après-midi que l'on dépose avant de partir et on essaie dans la mesure du possible de le réaliser dans la journée. Les meilleurs feront exactement le parcours annoncé, aussi long que possible bien sûr. Et s'il leur faut maîtriser toutes les connaissances aéronautiques nécessaires pour être un champion de planeur, ils devront aussi faire confiance à leurs sensations. À Helsinki, au championnat du monde d'athlétisme, le suspense aura duré jusqu'au bout entre Eunice Barber et Carolina Klüft, au coude à coude jusqu'à la dernière épreuve de l'heptathlon. Mais c'est la Suédoise qui a décroché la médaille d'or. Christina Ron a pour sa part dominé les quarts de finale du 100 mètres dames. Reportage sur place, Manuel Tissier et Yann Moine. Carolina Klüft en or une fois de plus. Eunice Barber doit s'incliner face à la reine de l'heptathlon. La Française a tout tenté dans le 800 mètres, l'ultime épreuve. Un départ canon. Ses deux sœurs, unies dans la prière en tribune, semblent la pousser. Mais inexorablement, la Suédoise recolle et passe. Barber voit s'envoler son rêve de titre mondial. La dernière ligne droite est un calvaire. Carolina, dame de fer, remporte son second titre mondial. Déjà championne olympique, elle se construit un palmarès époustouflant et elle n'a que 22 ans. Pourtant, Eunice Barber était en tête de 2 points ce matin avant le saut en longueur. Sous les encouragements de sa rivale, elle ouvre le concours dans sa discipline fétiche. Elle sait qu'elle doit frapper fort. Elle a fait 6,90. Elle a fait 6,90 là. Ses proches sont un peu optimistes. Ce sera 6,65 m. C'est bien, mais Klüft va faire mieux. La Suédoise décolle et atterrit 23 cm plus loin. Presque la perfection. Barber passe en deuxième position du concours et doit tout donner au javelot. Mais son jet sera insuffisant. Elle sait à ce moment-là que l'or sera presque intouchable. Pour Christina Ron, en revanche, tout est encore possible. La sprinteuse continue de dominer les séries du 100 mètres. En 11 secondes et 3 centièmes, elle se qualifie pour les demi-finales en espérant avoir chassé les démons des derniers Jeux Olympiques. Physiquement, de toute façon, je suis plus forte qu'Athènes. Hein. Et mentalement, je pense que je suis mieux aussi. Fin de partie en revanche pour Ronald Pognon. La finale du 100 mètres se disputera sans lui dans quelques minutes. Et en football, Liliane Thuram a confirmé aujourd'hui dans une conférence de presse qu'il jouerait bien avec les Bleus contre la Côte d'Ivoire. Le défenseur de la Juventus de Turin a tout simplement expliqué qu'il avait reçu une convocation du sélectionneur Raymond Domenech. Rejouer en équipe de France n'était donc pas un choix de sa part, une façon de se démarquer de Zinedine Zidane. Écoutez-le. Lui m'avait, la dernière fois qu'on s'est vu, m'avait déjà prévenu qu'il y avait des fortes chances qu'il me sélectionne au mois d'août, parce qu'il retenait qu'il fallait que je fasse partie du groupe.
même si je lui avais dit qu'en fait que je préférais ne pas revenir. Et voilà, nous sommes au mois d'août, j'ai reçu la convocation et je dirais que c'est tout à fait normalement que quand un joueur est convoqué qu'il se présente en équipe de France. Voilà. Si j'avais pas été convoqué, je pense pas que j'aurais pris la même décision que Zizou et Claude. Dans le port de Paimpol, il y a des marins qui chantent. À l'origine, c'était pour se donner du cœur à l'ouvrage avant de partir à la pêche en Islande. Aujourd'hui, cette tradition est devenue un spectacle à part entière. 1000 artistes, 100 000 spectateurs et parmi eux, Jacques Deveau et Alain Darégrand. Un festival de chants de marins dans un port, quoi de plus naturel? Voilà 14 ans que Paimpol applique cette recette avec succès. Le port accueille 200 vieux gréements pour la couleur. Les quais ne sont plus qu'une vaste scène pour la convivialité. On y croise des Lettons, des Polonais, on y croise des Bretons bien évidemment. Et tout ça eh bien, fait que ça se passe dans une joyeuse ambiance et les repas du midi ou le soir, effectivement dans tout ça, ne sont pas tristes. 1000 artistes, pour la plupart des amateurs, sont réunis ici pour le plaisir de chanter et la bonne humeur. Dans le public, on n'hésite pas à donner de la voix. Beaucoup connaissent les chansons par cœur. Je trouve ça merveilleux. C'est du vrai, c'est authentique, c'est une âme pure, brute du marin, c'est breton. Et là, vous faites comme vous faisiez. Rencontre autour d'une chanson, ici pas de barrière. Artistes et spectateurs partagent la même émotion. On est quasi novices, mais de vrais amateurs. On prend un énorme plaisir à chanter. C'est pas vrai? Si. Cette année, 110 000 spectateurs ont partagé ce goût pour le chant et les traditions maritimes. Le Buena Vista Social Club, qui avait connu un succès mondial grâce au film de Wim Wenders, vient de perdre sa figure emblématique. Le chanteur Ibrahim Ferrer est mort à La Havane à 78 ans. La semaine dernière, il était encore en France, notamment à Marciac et aux Vieilles Charrues en Bretagne. Abdel Mostefa. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro. C'était en 96. Le crooner élégant et oublié de tous accueillait la caméra de Wim Wenders dans son modeste appartement à Cuba. Avec l'humilité, avec la chaleur qui le caractérisait. Un an plus tard, Buena Vista Social Club sortait sur les écrans du monde entier. Enregistrement, tournée, une deuxième carrière commençait. À 70 ans pour Ibrahim Ferrer, la reconnaissance, enfin. C'est une véritable revanche. Pourtant, ça ne devrait pas être une revanche, mais plutôt une récompense, un cadeau. Tout ça, ça aurait dû m'arriver plus jeune. À voir ce sourire, on en oublierait presque qu'il avait été orphelin à 12 ans. Cireur de chaussures, chanteur régulièrement arnaqué. Sur scène, Ibrahim Ferrer se dépensait sans compter. Mardi dernier, les festivaliers de Marciac ont eu le droit au dernier concert d'un artiste visiblement très fatigué. Mais ils retiendront son passage sur la même scène 2 ans plus tôt. Ibrahim Ferrer dansait alors comme un jeune homme. Samedi, il a rejoint Ruben González et Compay Segundo, ses 2 compères disparus du Buena Vista Social Club. Voici une comédie burlesque sur le mariage, histoire de 2 compères qui se sont fait une spécialité, s'inviter au mariage de parfaits inconnus pour jouer les piques assiettes et draguer les demoiselles d'honneur. Nos sœurs en série, c'est le titre du film, sort mercredi dans les salles. Abdel Mostefa. La saison des mariages! Oh, quel blaireau putain ce mec! J'ai réussi à avoir 17 invitations déjà. Il y en a combien qu'on barre à volonté? Bonne question. Tu penses toujours aux détails importants, toi. Le mariage en tant qu'institution, ces 2 conseillers en affaires de divorce n'y croient pas vraiment.
Le mariage comme terrain de jeu, un peu plus. Mariage chinois. Mariage irlandais. Mariage juif. Il s'incruste partout avec deux principes, se faire remarquer et profiter. Ils aiment les gueuletons, les orchestres, ils aiment se mettre sur leur 31. Ils aiment discuter avec les vieux couples comme avec les jeunes, jouer avec les enfants. Ils sont vraiment fans de mariage. Et les filles, c'est la cerise sur le gâteau. Enchaîner les mariages, boire à l'œil, tomber les filles, jusqu'au jour où tout dérape. C'était extraordinaire. Ouais, c'était super. Il faut retourner au mariage avant qu'on nous cherche. Jérémy, on va être super heureux ensemble. Je t'aime. Je demande pardon. Alors que la sœur de la mariée s'accroche à l'un, la mère fait des avances à l'autre. Madame Cléry, je ne veux... Appelle-moi Kat. Ok, Kat. Appelle-moi Pussycat. Ajouter un père pas très conciliant. Ne doit pas être qu'un autre trophée à votre tableau de chasse. Et vous obtenez un film d'été qui fait actuellement un carton aux États-Unis. Pas toujours léger, parfois politiquement incorrect. Une comédie hollywoodienne où l'amour finit bien sûr par triompher. On va voir. Et puis la finale du 100 mètres masculin des championnats du monde d'athlétisme vient à l'instant de se dérouler. C'était il y a quelques instants à Helsinki. Ronald Pognon n'était pas au départ, il a échoué en demi-finale. Le 100 mètres, épreuve reine de l'athlétisme, a finalement été remporté par le favori, c'est l'américain Justin Gatlin en 9 secondes et 88 centièmes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. 20h50, Interville, la finale AA, présentée par Nagui. 1h, le journal de la nuit avec Eve Mété. Demain, 7h40, dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. 13h, David Bohéry. 20h, Carole Gessler. Excellente fin de soirée sur France 2.